Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir, nous voilà tous réunis pour une nouvelle émission de Parlons Patrimoine. C'est la 15e cette saison, une grande nouvelle à vous annoncer. Nous ferons notre grande soirée le 20 juin prochain. Le lieu n'est pas encore fixé, mais comme on dit, save the date, bloquez cette date. Vous serez tous cordialement invités. Les invitations partiront pour le 20 juin prochain. Un beau dîner, un lundi soir, une belle soirée en perspective. Aujourd'hui, dans mon édito, je vais parler de l'Ukraine. On en a déjà parlé il y a 15 jours, pas que de ça, mais on avait déjà abordé le sujet. Et là, j'ai voulu l'aborder aujourd'hui sous forme de questions, où on va tous un peu intervenir et donner nos avis. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus que vous, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, de par nos métiers, on passe tous une vraie partie de notre temps à lire de l'information et à essayer, non pas à travers une boule de cristal, mais à travers cette connaissance acquise par de l'information, de comprendre ce qui va se passer. Des fois, on comprend bien, des fois, on comprend beaucoup moins bien. Et c'est un petit peu toute cette synthèse de nos lectures qu'on va essayer de retravailler ensemble et de reformuler pour vous la donner. Donc, les questions sont les bienvenues. On a quelques questions qui sont déjà arrivées cette semaine et bien entendu, je m'en ferai votre messager. La guerre en Ukraine est en train de s'enliser et le pire qui pourrait nous arriver, c'est que nous nous y habituons. De toute façon, elle va finir et si elle ne finit pas, elle va se mettre dans une situation de statu quo qui pourrait durer longtemps. Tout a commencé avec la Crimée en 2014. 8 ans de statu quo avant que cela dégénère. Comme quoi, ceux qui voient en Poutine comme l'unique responsable ont la mémoire courte et le raccourci facile. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler. Je voudrais, avec nos invités, vous donner des pistes et des points de vue sur des éléments clairs qui pourraient influencer notre quotidien patrimonial. Je vais lancer des sujets précis sous forme de punchline et nous allons voir ce qu'en pensent nos invités. Comme je ne voulais pas de réponse consensuelle inspirée de même lecture, je ne les ai pas prévenus avant et en conséquence, les sujets n'ont pas été préparés. Je vais d'abord lancer tous les sujets et ensuite on y reviendra un par un. Dire que l'on pourrait étouffer les Russes en n'achetant pas leurs matières premières et surtout pétrole et gaz est un non-sens. À ce jour, ce n'est pas réalisable en Europe et demain, ils auront trouvé d'autres clients, chinois, indiens. Les matières premières trouvent toujours preneur. Les sociétés qui sont parties de Russie, même si elles sont emblématiques, ne représentaient pas grand-chose. Si Nestlé refuse de partir, c'est justement parce que sa place est importante. Même si les banques ont beaucoup baissé, il n'y a pas de crise bancaire générale à craindre et si une ou deux banques pourraient fortement souffrir avec ces résultats, aucune ne fera faillite de ce fait. Très vite, les investissements nécessaires à la reconstruction de l'Ukraine vont dépasser la perte de business faite avec la Russie. Les affaires ont, comme la nature, horreur du vide et ce que nous ne ferons plus avec la Russie, d'autres le feront et nous ferons d'autres choses avec ces autres. On n'échappera pas à l'inflation. L'inflation apporte richesse et prospérité aux entités endettées à taux fixe. L'inflation apporte pauvreté si les revenus ne sont pas indexés. Le gouvernement, du fait des élections, laisse croire que la situation est maîtrisée, mais dès les élections passées, ils ne pourront faire autrement que de laisser filer l'inflation. Si la guerre ne s'arrête pas vite, les céréales ne pourront pas être semées et la pénurie de blé est pliée pour l'hiver prochain. Non, il y a des stocks, nous éviterons la pénurie, mais pas la hausse des prix. Et on commence avec la première punchline. Dire que l'on pourrait étouffer les Russes en n'achetant pas leurs matières premières et surtout leur pétrole et leur gaz est un non-sens. À ce jour, ce n'est pas réalisable en Europe et demain, ils auront trouvé d'autres clients chinois, indiens. Les matières premières trouvent toujours preneur. Eh bien, Étienne, allez, on commence par vous. Elle n'est pas simple, cette question, merci. Moi, je mitigerai un petit peu les choses. On peut trouver des alternatives. Il y a pas mal de pays. La Belgique va prolonger la vie de ses centrales nucléaires. C'était l'annonce de ce matin. C'est compliqué pour certains pays, notamment l'Allemagne, les pays les plus proches de la Russie, de totalement couper. Après, le vrai problème, ce n'est pas tellement pour cet hiver, puisqu'on est en train d'en sortir avec le printemps que l'on voit poindre, c'est plutôt l'hiver prochain et notre capacité à restocker et la capacité notamment de l'Allemagne à encaisser un choc qui serait assez fort. Après, si on coupe, c'est assez simple. On prend une récession en Europe, donc c'est un choix politique. Est-ce qu'on a décidé de faire comme les États-Unis et le prix de cette décision politique, ça serait une récession.
À côté de ça, dire que ça ne servirait à rien, je serais beaucoup plus mesuré. On s'aperçoit quand même que, même si c'est vrai qu'il y a toujours des preneurs pour les matières premières, on s'aperçoit que les décisions qui ont été prises pour, pour limiter l'embargo, tout ce qui a été fait autour de l'embargo et l'économie russe a mis l'économie russe par terre. C'est-à-dire que les banques sont quasiment par terre, pas totalement, mais quasiment. Les agences de rating estiment que le risque de défaut est imminent. Les actions qui ont été prises ont été extrêmement fortes. Je pense que tout ça, c'est une question de qu'est-ce qu'on est prêt à payer et ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire que si on arrête d'acheter du gaz aux Russes, on peut le faire, ça nous coûte une récession. Donc est-ce qu'on est prêt à payer ce prix? La seconde chose, c'est que oui, encore une fois, il y a toujours matière à détourner, sauf que les décisions qui ont été prises par les Occidentaux sont clairement en train d'étouffer l'économie russe. Ça se voit dans le prix du rouble, ça ne triche pas. Ça se voit dans le prix des obligations russes qui valent plus grand-chose. Ça non plus, ça ne triche pas. Il y a quand même des choses que l'on voit qui sont très concrètes. L'économie russe n'est pas loin d'être totalement asphyxiée. Ça serait… Trois sujets. Donc, ça se voit dans le prix des obligations russes. C'est nous qui les possédons, les obligations russes. Hein. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme en 17. Pour l'instant, c'est peut-être pas nos grands-mères, mais c'est nos frères et nos cousins qui les avaient, les obligations russes. Donc, pour l'instant, c'est eux qui ont perdu de l'argent. Et allez savoir si derrière, ce n'est pas Poutine qui va les racheter. Elles cotent à quoi aujourd'hui les obligations russes d'État? 20%, 25%? Oui, c'est ça, entre 20 et 30, ouais. Entre 20 et 30. Moi, si j'étais Poutine, je les rachèterais. Alors, le problème, c'est que Poutine il a besoin d'argent parce que après, bon, alors deux choses. Oui, tu as raison. Il y a pas, enfin, surtout les obligations évidemment en dollars, hein, parce que les obligations en roubles, c'est plutôt les Russes qui les détenaient. Donc, il y a une partie de la dette qui est détenue par les Occidentaux qui souffrent, mais elle est très faible en proportion. C'est tout petit. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu nos parents, enfin nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents avec les emprunts russes du début du XXe. Rien à voir. Alors, deux choses qui ont été dites par Étienne où je voudrais. Alors, d'abord, bon, c'est un choix politique. Comme je ne voudrais pas qu'on parle de politique, on va pas parler de ça. Mais si l'Allemagne, et là je vais m'adresser à Maël, si l'Allemagne demain dit, et j'ai vu dans les échos d'aujourd'hui qu'elle est en train de signer un accord pour importer du gaz du Qatar, donc cette fois-ci le gaz il est un tout petit peu différent, c'est du gaz liquéfié qui arrive par bateau. Mais d'abord, si l'Allemagne, qu'est-ce que vous en pensez l'Allemagne? L'Allemagne importe ce gaz et arrête d'acheter du gaz russe. Où on achète, on va dire, beaucoup moins, 80% de moins ce qu'elle achète aujourd'hui. Les Russes, ils vont le vendre aux Chinois ou ils vont le vendre aux Indiens. Et si les Russes, ils doivent le vendre 5% de moins, ok, ce n'est pas un big deal. À vous sur ce point, Maël. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Déjà, l'Europe a décidé de se passer ou de réduire drastiquement sa consommation de pétrole et de gaz russe à horizon 5 ans. Dans 5 ans, j'ai bon espoir que la guerre sera finie depuis longtemps, qu'on sera passé à autre chose et je suis sûr qu'on continuera à leur acheter. Ça, c'est déjà le premier postulat. Maintenant, s'ils décident d'acheter le gaz au Qatar, ils sont très, très dépendants quand même de la Russie. Je ne suis pas persuadé qu'ils achètent 100% au Qatar. Donc, ils vont déjà continuer à consommer du gaz russe. Et enfin, pour compléter ce que vous disiez, les Chinois, ils attendent que ça. Hein. Les Chinois, ils attendent que ça de consommer. Il y a plein d'autres pays qui sont dépendants de la Russie qui vont également continuer à consommer. Donc, je pense que les richesses, elles vont continuer à rentrer. Maintenant, c'est la devise aussi. La devise, c'est hyper important. Ils sont en roubles. J'ai vu qu'ils avaient honoré leur dette là, auprès de JP Morgan en dollars. Donc, tout le monde disait que les banques, elles allaient faire faillite le lendemain. Finalement, ils ont déjà payé la première échéance. Donc, elles ne sont pas en forme, elles ne vont pas bien. Mais moi, je pense que, je suis sûr qu'il a la capacité de tenir encore un peu de temps. Alors, on va continuer avec Bruno. Alors, Bruno, juste, on va un tout petit peu changer de prisme. Les Russes, la Russie est une économie qui importe beaucoup, donc importe énormément de biens de consommation, importe beaucoup de choses parce que ces industries ne sont pas ultra compétentes ni dans le très haut de gamme, ni dans l'entrée de gamme. Et la Chine est une économie qui consomme beaucoup de matières premières. Et la Chine, elle ne va pas faire un embargo sur la Russie, surtout si elle peut lui vendre. On peut imaginer que tout ce qui ne sera pas acheté par les Européens, ça soit acheté par la Chine en contrepartie d'achats russes
qui va réimporter ce même argent en biens de consommation? On peut bien sûr y penser. Bonsoir à tous et à tous. On peut bien sûr y penser, mais c'est quelque chose, en fait, si vous voulez, au-delà de. Et toutes ces questions sont des questions extrêmement importantes pour, indépendamment de la finance, d'ailleurs, pour nous, pour notre avenir et pour le dessin économique de demain. Ce sont des équilibres qui se mettent en place et qui se déplacent les uns les autres. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, les États-Unis qui vous disent bah, nous, on va arrêter d'importer, le fait de renchérir le prix des matières premières, c'est bien pour les Américains parce que ça rentabilise leur pétrole de schiste et donc ils y ont un intérêt politique. La Chine, elle a un double intérêt. D'un côté, elle a besoin de rester un peu fidèle, je dirais, à son voisin russe. Mais d'un autre côté, c'est très difficile. Enfin, le PIB de la Russie, c'est l'équivalent du PIB de l'Espagne. Le PIB de la Russie, c'est l'équivalent du PIB du Texas. Donc, on est quand même sur un pays qui est pas non plus, au niveau économique, un des fleurons mondiaux qu'on puisse avoir. À côté de ça, la Chine, eux, ils ont besoin de beaucoup vendre au reste du monde, notamment aux Européens et aux Américains. Et donc, ils ne peuvent pas non plus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas des positions complètement tranchées, c'est-à-dire que tout le monde a compris qu'entre guillemets, la cible réelle, c'était plus la Chine que la Russie, c'est-à-dire que dès qu'ils bougent, vous avez tout le monde contre eux. Donc, c'est très, très compliqué politiquement parlant pour la Chine euh, de se désolidariser complètement. D'ailleurs, ils ne le font pas. Mais à côté de ça, d'abord, ils gèrent leurs propres problèmes. Il faut voir que la Chine est face à des problèmes importants et structurels, je pense. Que, aussi bien, on le voit, alors c'est même pas tellement par rapport au confinement. Je pense que ça sera un sujet sur la durée qui sera assez éphémère. Mais je pense que ce qui est intéressant pour nous, Européens, c'est que la pandémie avait mis un premier coup à la mondialisation. Et on le voyait bien, il y avait un mouvement de relocalisation qui ont été financés et qui sont en train d'être financés par les pays européens et par les différents plans de relance. Et je pense que la crise entre l'Ukraine et la Russie met un second coup important à la mondialisation, où là, c'est plus l'indépendance énergétique et l'indépendance en termes militaires. Et on arrive à des choses qui sont assez incroyables dans les décisions. Vous avez les Allemands écologiques qui ont commandé des armes, alors la Suisse qui est partie de l'Europe qui est plus neutre. Enfin, je veux dire, il se passe des choses assez incroyables au niveau géopolitique. Et je ne crois pas que les Chinois aient intérêt, alors ils les soutiendront peut-être un petit peu sous la table, mais je ne pense pas qu'ils puissent se permettre d'aider trop la Russie non plus et de les financer comme votre question laissait sous-entendre. Et je crois en plus qu'ils ont des vrais problèmes chez eux. On l'a vu d'ailleurs avec l'intervention du gouvernement chinois la semaine dernière sur les bourses, en disant que maintenant c'est un gouvernement communiste qui veut protéger les bourses chinoises. On arrive à des choses assez incroyables, ce qui a expliqué le léger rebond chinois. Mais je ne crois pas qu'ils aient intérêt à faire ça. Et je crois qu'en plus, la Chine, certes, a besoin de matières premières, mais il y a un équilibre social qui se met en place et qui est beaucoup plus dangereux pour les prochains mois, je pense. Et c'est vrai que Étienne avait raison en disant, qu'on ne veut pas se payer une récession maintenant parce qu'on a mis tellement d'argent pour maintenir l'économie avec la pandémie qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une récession maintenant. En fait, ça serait comme si tout ce qu'on avait mis servait à rien. Donc ça, c'est compliqué. Et on va passer à la question d'après. On va demander à Julien d'y répondre. Les sociétés qui sont parties de Russie, même si elles sont emblématiques, ne représentaient pas grand-chose. Si Nestlé refuse de partir, c'est justement parce que sa place est importante. Julien, vous en pensez quoi de ça? Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation qui est particulièrement complexe. Est-ce qu'on a vraiment, aujourd'hui, en ce qu'on concerne, si on reste sur le sujet des matières premières, est-ce qu'on a vraiment intérêt aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt politiquement à couper toutes nos relations commerciales avec la Russie et plus précisément avec les matières premières? Ça, je ne le pense pas. Et je pense qu'effectivement, et vous l'avez bien dit, Bruno, on sort juste d'une pandémie de 2 ans qui a été très difficile pour tout le monde. On a mis des centaines de milliards d'euros sur la table, ce fameux quoi qu'il en coûte. Effectivement, aujourd'hui, de couper tout lien économique avec la Russie pourrait quand même, déjà en premier lieu au niveau des matières premières, avoir un impact quand même extrêmement important. Mais plutôt sur les entreprises, Julien, sur les entreprises. Ce que je voulais dire, c'est que les entreprises qui partent, c'est McDo, c'est Coca, c'est des entreprises qui, de toute façon, ne produisaient pas là-bas et dont la distribution était très faible. Bruno a rappelé que la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Donc, voilà, c'est pas, pour McDo, ce n'est pas 50 McDo qu'il devait y avoir en Russie ou du Coca ou des choses comme ça. La Russie, c'est un pays pauvre. Donc, ces entreprises, elles partent. Mais à côté de ça, Nestlé n'est pas parti. Philip Morris et L'Oréal arrêtent leurs investissements, mais continuent la production dans les usines.
Renault est loin d'être pressé de partir, même s'il est en train de voir comment il peut faire. C'est sur ce sujet. Est-ce que… Ah oui, le symbole, effectivement, de quitter, de dire on quitte la Russie, le symbole est beau. C'est évident, oui, c'est une des manières de marquer son mécontentement et de marquer son opposition avec ce qui se passe. Ensuite, effectivement, je pense que comme l'a dit Maël aussi justement, quand on est dirigeant d'entreprise, on investit sur du long terme et on pense quand même qu'à terme, la situation peut évoluer et peut-être, pourquoi pas, la situation interne politiquement en Russie peut aussi évoluer favorablement. Je ne sais pas, peut-être que Poutine, on en parle de plus en plus, même s'il n'y a aucun indice dans ce sens-là, pourrait partir. Donc, je comprends parfaitement aujourd'hui un dirigeant d'entreprise d'une multinationale, c'est absolument pas évident après à peine 3 semaines de conflit, quand bien même il est extrêmement grave et quand bien même on voit que la relation avec la Russie sera peut-être changée pour des dizaines d'années, ce n'est pas évident pour eux aujourd'hui de prendre une décision et de couper tout lien avec la Russie. Alors, Ensuite, on peut s'arrêter là parce que pour couper tous les liens, j'ai une autre question à vous poser. Et en plus, vous êtes un juriste, ça va bien. Donc, OK, il y a la guerre. On boycotte, on fait ça. La guerre, elle va s'arrêter. À mon avis, elle va s'arrêter très vite, mais même si je me trompe, elle et qu'elle ne s'arrête pas vite, elle va s'arrêter. Après, une fois que la guerre s'est arrêtée, on va retravailler avec eux. Je veux dire, même avec l'Allemagne nazie. Ça a duré 2-3 ans et puis le business a retourné. Après, on a même parlé de miracle allemand. Et on a bien compris dans l'histoire de l'Europe qu'il ne fallait pas laisser des vaincus trop vaincus. Et je pense même qu'on va sortir de cette guerre en disant qu'il n'y a pas de vainqueurs et pas de vaincus pour justement pas construire la prochaine bataille ou les choses comme ça. Alors, votre point de vue là-dessus, et après, on change de question. Oui, je suis de votre avis, effectivement. Je pense que la guerre, elle va peut-être s'arrêter plus rapidement qu'on le croit, parce qu'on voit quand même qu'il y a un enlisement. Certains observateurs militaires vous disent que dans quelques jours, aucune armée du monde, et la Russie en tête, d'ailleurs, n'est aujourd'hui n'a les ressources nécessaires pour faire face à un conflit à haute intensité, comme c'est le cas depuis 3 semaines. Donc, on pourrait arriver à une sorte, comme vous l'avez dit justement, de mauvais compromis, où vous n'aurez plus de gagnants, plus de perdants. On pourrait imaginer une Ukraine scindée en deux. Donc derrière, de toute façon, effectivement, au niveau économique, vous devrez à nouveau travailler avec la Russie, qui est un débouché. Et puis aussi, plus largement, vous parliez de McDo, vous parliez de toutes ces entreprises occidentales qui quittent. Quitter aussi, ça veut dire est-ce qu'on a tout intérêt à ne plus avoir un lien avec nos cultures occidentales? On en pense ce qu'on en veut, mais est-ce qu'on a intérêt véritablement à isoler la Russie, à isoler la population russe? Vous n'avez pas que des nationalistes et que des pro-Poutine en Russie, en tout cas, j'ose espérer. Est-ce qu'on a intérêt, est-ce qu'on a vraiment volonté pour le futur de les couper de tout notre mode de vie à l'occidental? Ensuite, on pense ce que l'on veut. Je ne pense pas qu'on soit démocrate parce qu'on va chez H&M ou parce qu'on va chez McDonald's. Mais en tout cas, ça fait partie d'une certaine idée du libéralisme. C'est le libéralisme économique et financier. C'est la libre circulation des personnes et des capitaux, si on met des termes juridiques derrière. Et quoi qu'on en dise, le libéralisme, c'est quand même un gage de lutte contre la pauvreté et d'une certaine forme de démocratie. Okay, même si tout n'est pas parfait. On passe en politique, on va s'arrêter. Alors, l'autre question, elle est pour vous, Bruno. Même si les banques ont beaucoup baissé, il n'y a pas de crise bancaire générale à craindre. Et si une ou deux banques pourraient fortement souffrir dans ces résultats, aucune ne fera faillite. Donc, on essaye de répondre rapidement. Et derrière, c'est Étienne qui va nous dire s'il partage votre avis, s'il est un peu décalé par rapport à vous ou s'il ne le partage pas. D'accord, très bien. Écoutez, vous avez tout bien résumé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ont excessivement souffert de cette crise russe-Ukraine. Un petit exemple, par exemple, la Société Générale est passée de 37 € à 18 en 2 semaines. C'est quand même très, très violent. Bien sûr qu'on peut craindre éventuellement des dépréciations, des provisions, parce qu'on a un petit peu de business avec l'Ukraine ou la Russie, parce qu'en plus, la Société Générale avait une filiale qui représente, je crois, 2,3 ou 2,8% de son passif, donc c'est très, très faible. Donc, répondre à deux questions. Un, est-ce qu'elles ont besoin de faire face? Oui. Deux, est-ce que ce risque a été pricé de façon trop excessif sur les valeurs? La réponse est encore oui. Et puis surtout, il y a une chose où je pense que tout le monde s'accordera là-dessus, c'est que cette crise renforce probablement pour les prochains mois et un peu plus longtemps les tensions inflationnistes, et que pour nous, face à les tensions inflationnistes et face à des taux qui, eux, pour le coup, sont à des niveaux similaires, voire un peu au-dessus d'avant la crise,
nous permet de dire que les financières doivent et devront en profiter, surtout si, comme en France, on a eu le cas la semaine dernière où le gouvernement a à nouveau prolongé les garanties des différents PGE. Ça veut dire que ça devrait en tout cas limiter fortement les dépréciations bancaires dans les prochains mois. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est un secteur à regarder à nouveau, qui pour nous était le secteur de toute façon à avoir au vu de l'inflation et des taux, et au vu de la décote qu'il y a déjà aujourd'hui sur ces portefeuilles. Et Étienne, vous en pensez quoi, vous, des banques et de cette crise Avec un angle différent, je vais souscrire à ce que dit Bruno. En fait, post-2011, crise zone euro, on a augmenté fortement les capitaux réglementaires des banques. Donc, les banques sont des forteresses avec énormément de fonds propres, énormément de fonds propres. Donc, ce qui se passe en ce moment en Russie affecte vraiment à la marge la solidité des banques. Donc, ça, c'est le premier point. J'ai regardé la plus exposée. Dans les plus exposées, vous avez Raiffeisen, enfin, vous avez des banques autrichiennes, il y a peut-être Unicredit également. C'est même pas une année de. S'il devait tout solder, c'est même pas une année de profit. C'est-à-dire qu'on touche même pas au fonds propre. Donc, les banques européennes, avec la BCE comme régulateur, sont devenues des forteresses d'un point de vue solidité. Le deuxième sujet, là, c'est pareil, je rejoins pas mal Bruno, c'est que tout ce qui se passe est plutôt pro-inflation et qui dit pro-inflation dit plutôt des courbes de taux qui remonteraient dans une certaine mesure. Et donc, c'est censé favoriser à un certain niveau, il ne faut pas que ça aille trop loin, mais jusqu'à un certain niveau, c'est censé favoriser le secteur bancaire qui, effectivement, se traite à des niveaux intéressants. Donc, je souscris pas mal. Après, c'est vrai que c'est un secteur ultra volatile, donc faut pas rater ses points d'entrée, mais sur les fondamentaux et les valeurs, les valorisations, pardon, ça a de nombreux atouts. Ok. Alors, punchline d'après. Très vite, les investissements nécessaires à la reconstruction de l'Ukraine vont dépasser la perte de business faite avec la Russie. Alors, encore une fois, Bruno, vous m'aviez dit que la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Donc, bon, on ne va pas être méchant, donc c'est un PIB quand même important, mais petit par rapport à la taille de la Russie. Et de ce qu'on entend, de ce qu'on voit à la télévision, l'Ukraine a quand même été sacrément abîmée. Hein. On parle de Mariupol détruit à 80%. Voilà, il y a quand même des régions qui ont été sacrément bombardées. Et si ensuite on veut favoriser la paix, on sait que le nerf de la guerre de la paix, c'est l'argent et qu'il faut investir. Donc, très vite, juste sur cette question, les investissements nécessaires à la reconstruction de l'Ukraine vont dépasser la perte de business faite avec la Russie en sortie de guerre. Oui, non, peut-être. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire oui et peut-être et oui, parce que de toute façon, si on veut arriver à des solutions, on ne peut pas laisser le pays dans l'état. Après, ça dépend des conditions, encore une fois, de cette paix. Ça dépend dans quelles circonstances elle sera aussi signée ou ratifiée. Mais dans tous les cas, il faudra reconstruire. Il faudra reconstruire. Quand vous avez des villes détruites à 10, 20, 30, 40, voire 80, 90%, vous devez reconstruire. Ça veut dire du ciment, ça veut dire de la construction, ça veut dire aussi des puces électroniques. Enfin, il y a beaucoup de secteurs qui, bien sûr, profiteront de cela. Mais ça sera encore une fois, ça favorisera une fois de plus les pressions inflationnistes. Intéressant ça. Maël, il faut mettre votre micro, Maël. J'ai envie de vous dire, ça va dépendre de la situation à la fin. Est-ce qu'il y a une paix? Est-ce que l'Ukraine est indépendante? Est-ce qu'elle est annexée par la Russie? Parce que si on s'est fâché avec la Russie avant, est-ce qu'ils vont vouloir qu'on reconstruise chez eux? Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, la Russie, c'est le premier pays producteur de palladium, c'est un des premiers producteurs de gaz, un des premiers producteurs d'essence, de pétrole. Donc, c'est sûr qu'on va pas se fâcher avec eux, hein, de toute façon. On met des sanctions, mais on fait bien attention de ne pas se fâcher avec eux. Donc, s'ils nous laissent effectivement participer à la reconstruction, c'est sûr que ce sont des chantiers énormes. Et alors, pour le coup, je ne pense pas qu'ils feront appel aux Américains. Et nous, Français et Européens plus généralement, on a de vraies entreprises, de vrais fleurons à mettre en avant pour aider à reconstruire. Très bien. Très vite, les investissements nécessaires à la reconstruction de l'Ukraine. Ah, pardon, je déjà dit. Les affaires ont, comme la nature, horreur du vide. Et ce que nous ne ferons plus avec la Russie, d'autres le feront. Et nous ferons d'autres choses avec ces autres. Alors, on a dit au début, on a un peu touché ce sujet en disant que, comme de toute façon, il y avait un business énorme avec l'Europe et avec les États-Unis, la Chine et le monde émergent ne pouvaient pas trop se permettre de se fâcher. Mais là, on est plutôt post-guerre. Donc, une fois qu'on sortira de la guerre, si on dit nous, on ne veut plus être dépendant de l'Ukraine, de la Russie, donc on n'importe plus leur gaz, ils iront le vendre à d'autres. Et en sortie de guerre, de toute façon, ce sera une négociation.
il n'y aura pas d'embargo sur le gaz, même s'il pourrait y avoir des contraintes ou des choses comme ça. Donc, on redémarrera très vite. Alors là-dessus, on va réentendre Étienne par rapport à ça. Donc, cette fois-ci, on se met déjà dans un scénario post-guerre. C'est pas si, moi, je trouve que ce n'est pas si simple que ça parce que les Américains, il ne faut pas oublier qu'au Congrès américain, je parle du Congrès et je ne parle pas que des républicains, mais pour eux, la Chine, c'est le grand mal, c'est le grand Satan. Et que si les Chinois leur donnent une occasion de contraindre l'économie chinoise, je ne suis pas sûr qu'ils hésiteront tant que ça. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde où beaucoup de choses se passent et que les certitudes qu'on pouvait avoir peuvent se faire challenger assez rapidement. Déjà, personne ne voyait vraiment Poutine prendre le risque d'arriver, de faire la guerre en Ukraine. Donc, je parierais pas tant que cela sur ce point. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Là, on n'est pas consensuel. Maël, vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis assez d'accord. Alors, d'accord avec qui, Maël? Contrairement à Bruno, je fais le micro, c'est bon. Contrairement à Bruno, moi, je pense que les Chinois, ils sont quand même, ils ont leur, il y a un axe Russie-Chine qui va se mettre en place. Alors, les Chinois, ils font attention, hein, ce n'est pas un axe officiel, ils ne soutiennent pas la guerre, etc. Néanmoins, ils n'ont rien arrêté avec la Russie et je pense qu'ils vont plutôt même renforcer leur collaboration parce que le grand ennemi, encore une fois, ce sont les Américains. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus de 3 axes. Pour moi, l'Europe, on est un peu à côté. Il y a l'axe américain et l'axe russo-chine, et donc, ou chino-russe, c'est plus joli, sino-russe. Et donc, je pense que les Chinois, ils vont tirer leur épingle du jeu. Alors, il faut savoir que les récoltes de blé en Chine cette année sont catastrophiques et du coup, ils ont besoin de la Russie. Donc, okay, on va parler du blé tout à l'heure, donc ça, on va pas rentrer là-dessus. Donc, Julien, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, on a 2 opinions différentes. On a l'opinion d'Étienne qui dit, attention, les Chinois ont d'abord intérêt à ne pas se fâcher avec l'Europe et les États-Unis parce que c'est là-bas qu'ils vendent, c'est là-bas qu'ils font leur argent, c'est là-bas qu'ils exportent et c'est là-bas aussi que le profit futur est fait. Et il y a Maël qui dit, les Chinois vont créer un axe avec la Russie. Donc, c'est une théorie qu'on entend. Et d'ailleurs, à cet axe pourraient se joindre d'autres pays d'Asie, pourraient se joindre l'Iran, pourraient se joindre le Qatar. Enfin, voilà. Il pourrait y avoir des espèces de zones tampons comme ça. Vous voyez les choses comment? Non, moi, ma réponse de juriste, c'est-à-dire la synthèse des deux. Je pense qu'aujourd'hui, à court terme, c'est évident que, de toute façon, les tensions commerciales sur le sujet commercial entre la Chine et les États-Unis, ça, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis depuis de nombreuses années. Je pense que ce qui explique pourquoi les Chinois sont vraiment à pas feutrer dans leur soutien du bout des lèvres avec la Russie, hein, parce qu'un soutien trop appuyé de Pékin, ça va être à Moscou, ça va être l'occasion pour les États-Unis d'adopter un certain nombre de mesures particulièrement drastiques à l'encontre de l'économie de la Chine, hein, ce qu'ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui, puisque son expansion, on l'a dit, est encore très largement de la demande de commerce international et non encore de sa demande intérieure. Et puis, si Washington viendrait aussi à renforcer les restrictions des exportations américaines vers la Chine, ça pourrait aussi freiner l'exportation de produits technologiques et ça freinerait, pour ma part, la montée en gamme de la Chine. Donc, je pense que les Chinois aujourd'hui sont vraiment à pas feutrer et soutiennent vraiment, comme je vous le disais, du bout des lèvres la Russie. Ensuite, est-ce que les Chinois, et ça je ne sais pas si la Russie, si le leader de la Russie, si le leader du Kremlin en est conscient, c'est que la Chine pourrait aussi profiter d'une Russie affaiblie à très court terme pour faire une sorte d'OPA sur certaines de ses entreprises ou certaines de ses richesses naturelles. Donc pour tirer encore plus son épingle du jeu sans vraiment s'allier véritablement avec la Russie pour en profiter d'une Russie affaiblie. Ouais, je vais vous interrompre. Alors ça, on va voir ce qu'en pensent les autres. J'y crois pas une seule seconde parce que les Chinois savent très bien que les Russes partagent avec eux une conviction, c'est que derrière, ils leur reprendront. Les entreprises françaises qui ont voulu aller en Chine, qui ont voulu s'implanter, elles ont toutes des problèmes. Derrière, les Chinois font des procès, les procès sont pliés d'avance, ça ne se passe pas comme prévu. Et en fin de compte, elles se retirent toutes ou alors elles sont plutôt vraiment, elles se mettent très, très en retrait et elles laissent le profit aux Chinois.
En Russie, ce sera la même chose. Vous pouvez acheter une usine en Russie, vous pouvez acheter une marque, vous pouvez vous implanter. Derrière, si à un moment, politiquement, le gouvernement il veut plus de vous, il y aura un procès, vous allez perdre le procès, on va vous faire des histoires et il n'y a pas de démocratie. Et donc, je ne pense pas que les Chinois vont faire de l'opéra. Ils vont peut-être faire des accords et des choses comme ça, mais ils ne se permettront jamais avec les Russes de faire ce qu'ils ont fait avec les Grecs ou de faire ce qu'ils font en Afrique en disant si vous ne remboursez pas, vous nous devez cette usine ou si vous ne remboursez pas, on prend cette infrastructure ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne partage pas mon avis et qui pense le contraire? Autrement, on va passer à la question d'après. Donc, OK. Donc là, on est consensuel. Alors, la question d'après, je pense qu'on va tous être consensuels. On va y aller très vite. On n'échappera pas à l'inflation. Est-ce que quelqu'un pense le contraire? Est-ce que quelqu'un pense qu'on va échapper à l'inflation? Non. Alors, on va passer à celle d'après. Celle-là, elle est un peu plus technique. L'inflation apporte richesse et prospérité aux entités endettées à taux fixe. Alors, Étienne, vous voulez en parler? Disons que oui, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'inflation, votre dette est remboursée par cette inflation. Hein. Ça a été un peu le miracle de nos parents. Enfin, miracle, façon de parler, mais c'est-à-dire que dans les années 90, vous achetiez une maison avec des taux d'intérêt de je ne sais pas moi, où il y avait 6, 7, et puis vous aviez une inflation de 9, 10, et ça payait une grande partie de la dette. Donc ça, c'était, oui, c'est un fait. En fait, que l'inflation, c'est un point favorable à ceux qui ont de l'endettement. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je vais peut-être faire une légère digression. C'est intéressant d'écouter les banques centrales. Vous avez une inflation qui est à un niveau que l'on n'avait pas vu depuis 40 ans. C'est une inflation qui dure. C'est-à-dire qu'on parlait d'une inflation de transition. Elle est là depuis mai de l'année dernière. Donc, une inflation qui dure depuis mai de l'année dernière à un niveau extrêmement élevé. Et vous avez des banques centrales qui avaient pour moi deux phases. Je vais prendre une analogie canine, un peu grossière, mais c'est vraiment pour illustrer mon point. Quand elle parle, c'est le Doberman avec les dents acérées. On va gérer l'inflation. Quand vous regardez dans les faits, c'est plutôt un caniche. Quand on écoute la Banque Centrale Européenne, elle est inquiète de l'inflation, sauf qu'elle est toujours en quantitative easing. Elle est toujours en train de racheter des emprunts d'État dans le marché. Et c'est pour revenir sur votre question, Bernard, sur votre excellente question, c'est que pour l'instant, vous avez des banques centrales qui s'accommodent pas trop mal de ce surcroît d'inflation, qui parlent très fort pour que le marché ne panique pas. La seule chose que vous voulez pas voir, c'est réveiller l'ours obligataire qui dort, qui hiberne au fond de sa grotte. Pardon, je suis dans les analogies là, mais quand vous réveillez le marché obligataire, c'est jamais une bonne nouvelle. Et donc les banques centrales, et notamment la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, ont été extrêmement bonnes dans la communication pour dire au marché on va s'occuper de l'inflation. Simplement, elles le font de manière ultra mesurée. Encore une fois, la Réserve fédérale s'arrête à peine de racheter des actifs, elle vient à peine de commencer à augmenter ses taux, alors que l'inflation date de mai de l'année dernière. Et ça, parce que ça arrange tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup trop de dettes. Et que cette inflation va permettre de rembourser, je dirais, de manière moins douloureuse ou presque indolore la dette. D'accord. Et ça se fait. Comment est-ce qu'il se fait ce système de remboursement de la dette? C'est-à-dire que pour que la dette soit moins indolore, il faut que les recettes augmentent du fait des inflations. Mais si on ne veut pas nourrir l'inflation, l'État, puisque c'est surtout l'État qui est endetté, il ne va pas trop faire augmenter ses recettes. C'est-à-dire que pour un particulier, nos parents ou nos grands-parents, suivant l'âge des gens qui sont avec nous, ont beaucoup gagné parce que les salaires augmentaient. Donc, en fin de compte, eux, ils devaient 100. C'est vrai qu'ils avaient un taux d'intérêt à 8%. Ils devaient 100 et ils gagnaient par exemple 300. Et puis tout d'un coup, au bout d'un an, ils allaient voir leur patron en disant Coco, tout a augmenté de 14%. Moi, mes 300, ça ne suffit plus. Et le patron, il disait pas de problème, je te mets à 330. Mais de toute façon, le patron qui vendait des produits, il avait aussi augmenté ses produits de 14% l'année. Et ça a été cette spirale inflationniste. Et cette spirale inflationniste, elle a enrichi les gens. S'il n'y a pas de spirale inflationniste, c'est-à-dire que ça ne va pas les enrichir, c'est-à-dire que si votre patron il n'augmente pas votre salaire, Étienne, vous n'avez pas plus d'argent et vos 100 € de remboursement de votre crédit, ils pèsent toujours aussi lourd dans votre salaire. Je vais revenir sur votre point, Bernard, c'est un bon point. Vous pouvez le voir de manière beaucoup plus simple. Vous avez une dette qui vaut 100 et vous avez votre euro qui vaut 100. D'un seul coup, l'inflation se met à augmenter fortement. Vos 100 €, ils valent plus 100 €. Ils valent 100 € moins le niveau de l'inflation, puisqu'avec les mêmes 100 €, vous ne pouvez pas acheter autant qu'avant. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. On est d'accord. Donc maintenant, vos 100 €, ils sont là, on va dire. Et donc, avec ces mêmes 100 €,
qui valent plus les 100 euros d'il y a 6 mois, on va dire, avec ces mêmes 100 euros qui valent moins, vous allez payer par contre le même nominal de dette. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est ça la grande force des États en ce moment et des gens qui sont très endettés, c'est qu'avec une monnaie qui a beaucoup moins de pouvoir d'achat, vous remboursez le même niveau de dette. Votre volume de dette, il n'a pas augmenté. Une autre façon de voir les choses, c'est que vous êtes endetté à, je ne sais pas, on va dire à 2%. Là, vous avez une inflation à 6%. Je vais arrondir les chiffres, c'est plus simple. Alors qu'avant, votre inflation était à 1%. Donc, vous aviez un taux d'intérêt. Désormais, quand vous allez vouloir emprunter, vous allez avoir un réajustement de ce taux d'intérêt qui est beaucoup plus proche de l'inflation, à un moment ou un autre. Et donc là, vous allez devoir sortir plus d'argent. Et c'est ce décalage qui explique comment on génère un effet pseudo-richesse pour ceux qui sont endettés. Vos 100 euros valent plus la même chose et pourtant, vous remboursez avec les mêmes 100 euros. D'accord. Alors, on passe à la punchline d'après. L'inflation apporte pauvreté si les revenus ne sont pas indexés. Donc, c'est un petit peu le contraire. Allez-y, Bruno. Donc, cette fois-ci, c'est un peu le contraire de ce qu'a expliqué Étienne. Et d'ailleurs, pas tout à fait, parce qu'il a même dit que ça pouvait ne pas apporter de la pauvreté, même s'il n'y avait pas une indexation des revenus, juste par le système de la valeur. Est-ce que vous partagez ça, Bruno? Donc, je répète, l'inflation apporte pauvreté si les revenus ne sont pas indexés. Donc, pour faire très simple pour ceux qui nous écoutent, l'inflation ne vous apportera pas de richesse et vous appauvrira si vos revenus ne la suivent pas à minima ou au moins très partiellement. Oui, bien sûr. C'est une évidence dans la mesure où si vous avez un renchérissement des prix, mais que votre salaire reste le même, bah, à la fin du mois, vous ne pouvez pas tout payer. Si quand vous avez acheté votre poisson, votre viande, le pain, votre plein d'essence et différents éléments, avant vous dépensiez 100 et maintenant vous dépensez 112, mais que votre salaire est le même, il vous manque 12 à la fin du mois. Donc en effet, normalement, et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une inflation vertueuse, une inflation qui l'est moins. L'inflation vertueuse, c'est quand vous avez des hausses de salaire qui se mettent en place, ce qui est par exemple le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez notamment des boîtes comme Amazon qui ont communiqué en disant que pour conserver leurs cadres et leurs collaborateurs, ils devaient augmenter les prix. Et ça commence à se voir dans certains secteurs économiques, aussi bien en Europe, hein, où on a du mal. Quand on n'arrive pas au plein emploi, parce enfin, cela dit, il y a un nombre de postes à pourvoir qui est assez incroyable, mais on a beaucoup plus de mal à trouver les gens et donc il faut soit les fidéliser, soit les attirer en les payant un peu plus cher. Donc, ça ne se voit pas encore sur la masse globale parce que c'est vrai que le SMIC n'a pas encore été beaucoup augmenté et encore, je crois que c'est un sujet qui est en cours. Il y a différents éléments qui vont dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'inflation monte, si votre revenu ne suit pas, vous perdez du pouvoir d'achat. OK. Alors, là, oui. Si je peux me permettre. Allez-y, bien sûr. Je suis totalement en phase avec ce que vous avez dit et ce que Bruno vient de dire. C'est-à-dire que l'inflation, c'est une catastrophe pour le dernier quartile, comme on dit, des revenus. C'est-à-dire les gens qui ont le moins de revenus souffrent horriblement. Ça peut être un avantage quand vous avez de la dette. Hein. C'est simplement pour clarifier. S'il n'y a pas d'augmentation de salaire, pour les personnes qui sont parmi les plus bas revenus, c'est une horreur. C'est une horreur. Pour ceux qui ont de la dette, ça peut être un point positif, notamment les États. Pardon pour la clarification. D'accord. Alors, la question politique avec le gouvernement et les élections, on va la laisser tomber parce qu'on est en train de prendre pas mal de retard. Et on va passer aux deux punchlines qu'on va traiter en même temps sur le blé, les céréales et comment ça va se passer. Parce que là-dessus, on a eu beaucoup d'interrogations et dans la semaine, beaucoup de questions aussi. Alors, premièrement, si la guerre ne s'arrête pas vite, les céréales ne pourront pas être semées et la pénurie de blé est pliée pour l'hiver prochain. Alors, est-ce que c'est vrai? Pour voir si c'est vrai ou pas vrai, d'abord, est-ce que les champs de blé se situent dans la zone de guerre ou est-ce que les champs de blé sont derrière? Donc, ça, c'est déjà pour l'espace. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi planter le blé avec les semis. Et ensuite, le blé, il faut le transporter. Ça, c'est les troisièmes des choses qui peuvent créer une vraie pénurie. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi distinguer quelque chose, et ça, nous, les financiers, on est parfaitement au courant, la pénurie où les gens vont manquer de blé et la technique financière qui fait que, par crainte de manque, le prix va monter et les gens vont avoir du mal à acheter le blé parce que c'est une question d'argent. Donc, Bruno, qui doit nous quitter dans pas longtemps, on va le laisser intervenir en premier
sur ce sujet et ensuite on va le partager entre nous. Allez-y, Bruno. Merci beaucoup, Bernard. Alors, d'abord, sur le prix, c'est vrai pour le blé comme pour beaucoup de matières premières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la pandémie, le pétrole était à moins 40 dollars. Et ben, les moins 40 dollars du pétrole ne voulaient rien dire, comme les 120 il y a quelques jours ne voulaient rien dire aussi. Ce qu'il faut regarder, c'est les moyennes longues. Par rapport au blé, le blé russe sert surtout, enfin, du Russie et l'Ukraine sert surtout à nourrir les animaux. On est autonome en plus ou moins en France sur la partie blé alimentaire pour nous. En revanche, pour l'intérêt des animaux, ce qu'il y a, c'est que, et tout le monde l'a souligné à juste titre, le problème se fera pour l'hiver prochain. C'est pareil d'ailleurs pour le pétrole, c'est-à-dire que les réserves pétrolières que l'on fait aujourd'hui, elles sont les réserves pour l'hiver prochain. Donc, c'est surtout, les prix vont durablement augmenter d'ici l'hiver prochain. Maintenant, moi, je crois que c'est quelque chose qui peut aussi se réguler rapidement. Je pense qu'on va être amené probablement à nouer de nouveaux accords et à s'organiser différemment, mais il est clair que les matières premières vont probablement rester durablement à des prix élevés, que ce soit pour le blé ou d'autres matières premières comme le maïs ou même comme le prix du baril de pétrole. D'accord. Étienne? Ouais, c'est super volatile et effectivement, va y avoir quelques sujets probablement pour l'hiver prochain. Après, il faut regarder qui est le plus impacté. Il y a un classement des pays les plus dépendants et c'est principalement les pays arabes avec alors l'Égypte et les pays du Maghreb. Je crois que la Tunisie est deuxième ou troisième. Effectivement, là, ça va être des sujets compliqués. Après, ce n'est pas des sujets compliqués pour toute la planète. En Asie, ils sont beaucoup moins consommateurs de blé. Donc, ce n'est pas un choc qui est homogène sur toutes les régions du monde. Ça va affecter certains endroits en particulier où ça pourrait même ça peut même rappeler certains moments un peu difficiles. Je pense au printemps arabe qui viennent Alors, au départ. moi, ce qui me fait peur là-dessus, et on va donner la parole à Maël et à Julien sur ce sujet, en fin de compte, ce n'est pas tellement qu'on manque de blé ou qu'on manque pas de blé. Je pense qu'on n'en manquera pas et qu'on saura équilibrer le blé mondial en le faisant bouger d'un endroit à l'autre. En France, on peut très vite monter la production de blé. En Ukraine, il y a toute une partie des champs de blé qui sont aussi à l'ouest et qui ne sont pas dans la zone de conflit. Le vrai blé qui est compliqué, c'est le blé de la Russie. Et puis, c'est surtout que le blé, il faut le transporter. Hein. Il faut des bateaux lourds pour le transporter. Il faut ensuite, il faut que ce ne soit pas dans les zones de conflit parce qu'autrement, c'est compliqué. Donc, c'est ça. Ce qui me fait super peur, et pour rebondir sur le printemps arabe, c'est que si le blé monte, l'aliment de base qui est le pain dans ces pays africains qui est déjà subventionné, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que, d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand on va au Maroc, on achète un pain, on paye à peine 10 centimes le pain et on ne comprend pas, on se dit pourquoi chez nous, ils nous le vendent 1,30 € et ici, il vaut 10 centimes. Parce qu'au Maroc, il est subventionné. Et donc, il est subventionné à peu près de moitié. Donc, le Marocain paye à peu près la moitié de la valeur, de ce que vaudrait la valeur de son pain en termes de matières premières. Et les États, donc comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme le Maroc et comme l'Algérie, et comme la majeure partie des États d'Afrique, ne sont pas suffisamment riches pour subventionner 2 fois plus, 3 fois plus ou 4 fois plus. Alors, juste là-dessus, on écoute Maël et Julien s'ils ont une petite conclusion à faire ou plutôt quelque chose d'autre. Et après, on fera un point marché microscopique et vous enchaînerez sur la présentation du fonds. C'était intéressant ce que disait Bruno, parce que moi, je ne suis pas un expert, hein, mais j'en discutais ce week-end avec un ami qui est trader en matières premières. Pour le coup, lui, il était bien au fait. C'est que l'Égypte, c'est la catastrophe. Hein. Ils dépendent à 100% du blé russe et du blé ukrainien. La Chine, la récolte est catastrophique, donc ils vont avoir une forte demande. Et pratiquement toute l'Afrique, je rejoins Bernard, toute l'Afrique va être concernée. Donc nous, en France, on va être moins touchés parce qu'on produit notre propre blé et puis on va être capable de s'adapter. Alors ça va augmenter, le prix va monter un petit peu, mais on va savoir faire face. Mais sur la planète, pas tout le monde va être concerné de la même façon, mais il y a pour certains pays, ça va être une catastrophe. Donc moi, je pense que ça a des conséquences importantes. Julien? Ouais, c'est tout le problème justement des conséquences plus ou moins à long terme de ce conflit en Ukraine. Hein. On sait que l'Ukraine, c'est pas nouveau, c'est le grenier à blé de l'Europe. Alors effectivement, nous, ça nous impacte en tant qu'Occidentaux, le renchérissement du coût des matières premières, qui aura bien sûr un impact sur notre niveau de vie ou sur certains secteurs de nos loisirs, des billets d'avion ou autres. Mais c'est vrai qu'un petit peu plus loin de chez nous, dans des pays qui peut-être
sont à peine au courant ou qui voient la situation de beaucoup plus loin que nous, tant géographiquement que politiquement, effectivement, ça pourra avoir un impact et on pourrait, comme l'a dit Étienne, retrouver des émeutes de la faim dans certains pays du Maghreb, avec des pays qui sont quand même déjà très, très peu stables politiquement, avec tous les affres que ça pourrait entraîner derrière. Oui, c'est clair. Allez, et c'est sur ces bons mots qu'on va s'arrêter. Donc, la question, elle n'est pas vraiment tranchée sur le blé, mais en tout cas, c'est un vrai sujet de préoccupation. On passe maintenant directement ou avec un micro-point marché, si vous en avez envie, Étienne, sur le fonds Sanso Objectif Durable 2024. Voilà, c'est à vous, Étienne. Merci Bernard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là récemment? On a vu, quand on a donc Sanso Objectif Durable 2024, c'est un fonds daté de partage, c'est un fonds ISR. Quand vous achetez ce fonds, vous achetez deux choses. Vous achetez un rendement, un taux actuariel, un rendement, c'est-à-dire un coupon qui va être une partie de votre performance. Et à l'intérieur, nous, on achète des entreprises qui vont rembourser leurs dettes. Donc, la première chose à dire, c'est que les rendements ont fortement augmenté du fait de la volatilité des marchés. Et on est à un niveau de rendement désormais sur le marché du crédit qui n'est pas très très loin d'intégrer un risque de récession, ce qui n'est pas du tout notre scénario central. Nous, on voit un ralentissement économique, mais les entreprises sont en forme. Le point de départ de croissance était assez élevé. Et s'il ne devait pas y avoir un choc énergétique bien plus élevé que là où on est à l'heure actuelle, hein, quand je parle de choc énergétique, c'est $150 sur le baril pendant un an, alors la probabilité de récession est relativement faible. Et donc, on a une opportunité de marché que l'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. Ça faisait un petit bout de temps que sur le crédit, les rendements s'étaient un petit peu effondrés et qu'avec la remontée des taux et puis la volatilité sur les marchés, on retrouve des rendements intéressants. Je vais l'illustrer de la manière suivante. Sur un fonds comme Sanso Objectif Durable 2024, il y a encore 4-5 mois, on avait un rendement qui n'était pas très loin de 3. Là, on est plutôt autour de 5. Et si on intègre quelques facteurs obligataires spécifiques et que rien ne bouge, c'est-à-dire qu'on achète le fonds aujourd'hui, on a un coupon de 5, et avec ce qu'on peut gagner en s'attendant à ce que la prime de risque baisse, c'est probablement un fonds qui a un potentiel à 12 mois de 6%, 6% et demi de performance. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 2019, en fait. Après la volatilité de 2018, on avait fait une très belle année 2019, et on revient un peu dans ce type d'environnement. La deuxième chose que j'ai envie de dire… Je vous interromps une seconde, juste pour expliquer aux auditeurs, ce fonds Sanso 2024, c'est un fonds où il y a une date en 2024 où les investisseurs seront remboursés, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un fonds qui est assez court, donc ça les protège parce que dans le monde obligataire, plus les obligations sont longues, plus le risque est élevé. Donc là, c'est un fonds qui a une maturité moyenne de 2 années et demie. C'est un fonds qui collecte des coupons auprès d'entreprises. Et nous, notre job, c'est de chercher les entreprises qui vont rembourser leurs dettes et qui vont nous payer ces coupons. Donc, dedans, vous avez des entreprises qu'on connaît tous, hein, comme on aime bien Eramet, on aime bien Finéon. Donc, vous voyez, on a des puces, Eramet, tout le monde connaît, on a Tereos, enfin, on a des entreprises qui sont au bon endroit au bon moment. Mais surtout, et c'est vraiment le message que j'avais envie de passer, en prenant un risque qui nous semble assez encadré. Encore une fois, 2 années et demie de maturité moyenne, c'est assez court. On rembourse le fonds à échéance. Vous pouvez rentrer, sortir dans le fonds comme vous voulez. On n'a pas vu un rendement aussi élevé depuis un petit bout de temps, et c'est probablement là la bonne nouvelle, une des rares bonnes nouvelles qu'on peut mettre. Une porte d'entrée et le fonds acheté rapidement. Écoutez, moi je trouve que c'est un très bon point d'entrée pour des investisseurs qui cherchent une performance totalement décente, mais sans se générer des frayeurs probablement extrêmement élevées. Et est-ce que on va pas dire la crise, est-ce que la crise potentielle déclenchée par l'invasion russe en Ukraine a fragilisé ou pourrait fragiliser de manière particulière certaines des lignes du fonds? Je pense qu'il y a déjà eu la réflexion là-dessus et que les lignes ont été passées à la loupe. Oui, ça, Bernard, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai qu'on a, après, c'est la façon dont on travaille. On travaille avec 9 analystes, on a un responsable de la recherche en interne. On n'avait pas de société ni russe ni ukrainienne, donc aucun de ces sujets
Donc, le portefeuille est extrêmement solide. Effectivement, alors oui, on pourrait être affecté, mais ça serait vraiment dans un scénario particulièrement agressif. Encore une fois, hein, si vraiment le baril devait se stabiliser, monter et se stabiliser autour des 140, 150, alors là, il y aurait une récession et ça serait un peu plus compliqué. Mais ça serait très, très compliqué pour tous les marchés, là, pour le coup, puisqu'on serait dans un régime de récession. Mais pour bien comprendre, même dans un régime de récession et même dans un régime où, par exemple, une société que vous ayez financée, elle perd de l'argent ou elle fasse un exercice déficitaire une année, est-ce que vous pensez que même si le baril monte et même si on rentre dans une récession, vous avez des sociétés dans lesquelles vous pensez qu'il pourrait y avoir une chance sérieuse qu'elles ne puissent pas rembourser? C'est-à-dire pas qu'elles fassent de mauvaises affaires ou pas qu'elles baissent en bourse. À la limite, on s'en fiche, elles peuvent faire 40 ou 50% en bourse, mais qu'elles ne puissent pas rembourser et qu'elles soient obligées de faire un moratoire et de générer un peu de perte sur ces 6% attendus dans le fond. Non, je dois vous avouer qu'on a été extrêmement précautionneux depuis un petit bout de temps en bon père de famille et que le portefeuille est incroyablement résilient. Alors, ça ne veut pas dire que sur les 90 lignes, il n'y en a pas une qui sera un peu embêtante ou deux. Hein. Ça serait avoir une boule de cristal et on ne l'a pas. Mais en tout cas, on a fait le travail de vérifier que toutes nos lignes sont solides. Et puis surtout, encore une fois, il n'y a pas une seule ligne qui dépasse 2%. C'est extrêmement égrené pour que le risque ne soit pas sur un endroit du portefeuille, une société du portefeuille. Donc, on a fortement diversifié le portefeuille et c'est probablement un de ses atouts. Quelle est la ligne qui a le plus baissé pendant ces 30 derniers jours? Il y a quelques lignes bancaires qui ont fortement décoté. Vous voyez, des papiers, ce qu'on appelle des papiers subordonnés. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un jargon, mais il y a quelques quelques banques comme Unicredit, Société Générale, Crédit Agricole, où on a vu des baisses qui pouvaient aller de 10 à 15 points, donc 15%. Ça, c'est des choses qu'on a vues effectivement. C'est probablement un des secteurs qui a le plus décoté. Après, le high yield, à un moment, les sociétés que l'on considère comme haut rendement, des sociétés comme Tereos, comme Loxam, par exemple, il y a un moment, le marché, quand la volatilité a été très forte, elles ont baissé entre 5 et 10 points. Voilà. Et dans votre construction, les fonds que vous avez sont des fonds, donc des obligations émises par les sociétés qui s'arrêtent en 2024 ou alors vous vous permettez d'avoir d'autres obligations et vous les vendrez en 2024 pour rembourser les investisseurs? En fait, on n'a pas le droit de détenir des obligations qui vont au-delà de juin 2025, ce qui veut dire qu'on a beaucoup d'obligations qui sont entre 2023 et 2024, un tout petit peu au-delà, on a quelques obligations en 2025, mais ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, le 30 juin 2025, le portefeuille sera rendu au client. Et alors, comment vous allez faire avec je reprends votre jargon, avec les subordonnés bancaires que vous avez ou des perpétuels? Je ne sais pas, s'il n'y a peut-être pas de perpétuels, mais si vous avez des… Pas des perpétuels, c'est un tout petit peu plus sécurisé, mais c'est un peu volatile parfois, c'est vrai. D'accord. Celles-ci, elles ne s'arrêtent pas, vous devrez les rendre, ou alors elles sont aussi datées jusqu'en 25? Alors, c'est des obligations qui ont ce qu'on appelle une date de rappel. D'accord. Date de rappel, sachant que si la banque, donc si la Société Générale ou Unicredit ou la CNP ne rappelle pas, alors ce n'est pas une banque CNP, mais ils ont aussi des papiers, ce qu'on appelle subordonnés avec des dates de rappel. S'ils ne rappellent pas à la date, alors c'est considéré comme un défaut. Donc, vous pouvez imaginer qu'ils vont évidemment rembourser leurs dettes et ces dates de rappel sont à l'intérieur de cette maturité max qui est le 30 juin 2025. Donc, vous l'avez appelé 2024 parce que vous espérez rembourser en 2024 et vous avez légalement le droit de rembourser jusqu'au 30 juin 2025, c'est ça? En fait, ce n'est pas tellement qu'on espère rembourser en 2024, mais vous voyez, vous ne pouvez pas construire un portefeuille trop près autour d'une date. Encore une fois, c'est des questions de diversification. Donc, vous avez des obligations qui arriveront à échéance un peu avant, vous avez des obligations qui arriveront à échéance un petit peu après. Mais l'idée, c'est que arrivé en 2024, vous pouvez considérer que ce fonds sera ultra sécurisé et que l'argent sera là pour être remboursé. Donc, si je vous écoute bien et que je vous comprends bien, la guerre en Ukraine a créé une tension. Cette tension a fait baisser la valeur de vos obligations. Donc, le fonds a baissé depuis un mois. D'ailleurs, la baisse du fonds, elle est de combien depuis un mois? Depuis le début de l'année, on est à moins de 30. Moins de 30 et avant la guerre, vous deviez être à plus 1, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, on était un peu en dessous de 5 brut de frais, moins 4,5 avec les frais. Donc, ça veut dire que globalement, ce conflit a fait baisser votre fonds d'à peu près 3%.
Mais vous nous dites que paradoxalement, il offre une porte d'entrée et qu'à moins que tout ça se traduise par une récession complètement inattendue et complètement non prévue et non prévisible aujourd'hui, ceux qui achètent aujourd'hui vont se retrouver avec, alors si je vous ai bien suivi et que si je ne dis pas de bêtises, entre maintenant et la fin, donc la fin c'est juin 25, un rendement autour de 4, c'est ça? On est plutôt à 5 là. On est plutôt à 5 jusqu'à la fin, donc 5 pour chaque année, parce que là, il nous reste 23, 24, 25, il nous reste 3 ans encore pour ce fonds. 2 ans, il reste à peu près, enfin, il reste pas à peu près, il reste précisément 2 ans et demi. Et donc, ce qui voudrait dire que le client qui rentre demain, il rentre demain avec un rendement. Donc, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver à la fin par an, où il fera autour de 5% jusqu'à 5% par an jusqu'à la fin de vie du fonds. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, que il y a plein de facteurs qui ont généré un peu de volatilité sur les marchés, ce qui fait que c'est une prime de risque que nous, on trouve attrayante, intéressante. C'est une porte d'entrée intéressante qu'on n'avait pas vue, encore une fois, depuis un petit bout de temps. Très bien. Allez, je vous laisse continuer encore, parce que je vous ai bien interrompu là. Je vous laisse finir votre présentation. Non, mais en fait, j'ai quasiment fini. En fait, ce que je voulais finir peut-être par un point. Donc le portefeuille est éloigné de toutes les problématiques russes, ukrainiennes, que dans un scénario non récessionniste, on a un rendement qui est assez important. Le fonds a très bien résisté par rapport à son peer group, c'est aussi important parce que ça nous donnait, nous, une capacité à réinvestir et justement, on l'a fait. C'est pour ça que le rendement est plus attractif. On a racheté à peu près 10% du portefeuille, ce qui vous montre aussi le fait qu'on a confiance dans le fait que les entreprises que l'on achète vont rembourser leurs dettes avec un avec un coupon assez intéressant. Et peut-être pour illustrer ce que vous allez trouver dans le portefeuille, c'est des entreprises avec lesquelles on a tous une certaine proximité. Je vais parler d'une société française de taille intermédiaire qui s'appelle Akuo. Bon, c'est le leader français des énergies renouvelables. Je ne vais pas vous faire un dessin. On n'a pas vraiment de soucis sur cette société en ce moment. Eramet, c'est des secteurs qui sont extrêmement porteurs. Tereos également, puisqu'on peut faire du sucre, mais avec du sucre, on peut faire plein d'autres choses, notamment du bioéthanol, etc. Donc, on a des sociétés qui sont bien avec l'humeur du temps, j'ai envie de vous dire, sur un marché du crédit qui offre enfin des opportunités. D'accord. Et alors, juste, par exemple, une société comme Eramet, donc Eramet dans les matières premières, cette intervention et la hausse des matières premières a renforcé son papier ou alors la crise est quand même vraiment bien présente et elle aussi, elle a un peu baissé? Non, quand vous avez de la volatilité, tout est impacté. Par contre, Eramet a bien résisté. Mais si vous voulez, pour une société qui a un potentiel de croissance désormais extrêmement soutenu, puisqu'il est au bon endroit au bon moment, vous pouvez toucher du 5% de coupon et nous, on trouve que c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. D'accord. Alors, OK, merci beaucoup pour cette intervention. On va quand même revenir à ma dernière question là, parce que je vois qu'au niveau du timing, on va tenir. Donc, la question, c'était, le gouvernement, du fait des élections, laisse croire que la situation est maîtrisée, mais dès les élections passées, ils ne pourront faire autrement que de laisser filer l'inflation. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ils atténuent l'inflation un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire un petit peu comme les économies dirigées, quoi. On a presque l'impression d'être en Chine et ils disent, bon, l'essence monte, OK les gars, tous ceux qui roulent, vous avez droit à un chèque de 5 centimes, vous avez droit à ça. En début d'année, ils ont dit, bon, chèque inflation, tous les salaires inférieurs à temps, un petit billet de 100 balles de chèque inflation. Là, on approche de l'été, du printemps, ils pourraient faire encore et dire quelque chose, sortir une idée. Bon, bah, ce qui est maintenant gênant, c'est plus trop l'essence parce qu'on chauffe moins, donc c'est moins. Mais maintenant, comme on constate que tous les voyagistes ont augmenté et tout, on va renforcer les chèques vacances et monter les chèques vacances de temps. Et ainsi faire comme si l'inflation n'existait pas. Moi, ce que je dis, c'est que c'est juste électoral, mais qu'un pays comme la France ne peut pas tenir cette politique. D'abord parce que politiquement, c'est à l'encontre même d'une société, je ne veux même pas dire libérale, mais en tout cas d'une société semi-libérale. Et financièrement, ça devient à la fin intenable. C'est-à-dire que ça devient complètement intenable.
Et c'est probablement pour ça que cet enjeu sur les retraites, mais ça, on ne va pas le traiter aujourd'hui, il faut impérativement monter l'âge de la retraite, parce que monter l'âge de la retraite, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses tout de suite, et donc on peut un petit peu compenser. Allez, on écoute Julien là-dessus, et après Étienne, et c'est Maël qui conclura. Moi, j'aurais une question, je me pose quand même, l'inflation, elle est là, ça c'est évident. C'est vrai qu'on essaye en période électorale, comme vous l'avez dit justement, on est à 3-4 semaines du premier tour, je ne sais plus. C'est vrai qu'on essaye de mettre un petit peu ça sous boisseau. Moi, la question que je me pose, mais je la pose aux économistes, c'est est-ce que vous croyez vraiment à un retour durable de l'inflation? Oui, l'inflation, elle est là, ce n'est pas une inflation de transition. Mais vous avez quand même certains observateurs qui vous disent que c'est indéniable que les prix de l'énergie ils explosent. Mais quand vous comparez quand même avec le prix du litre d'essence en 1970, donc au temps de la grande, enfin, en tout cas de la dernière grande vague d'inflation, vous êtes encore à 40% moins cher qu'en 1970. Vous avez noté qu'un litre d'essence coûtait 1,10 franc à l'époque, ce qui correspond à 19 minutes du SMIC de l'époque. Donc aujourd'hui, ça voudrait dire que le prix de l'essence serait déjà plus de 3,30 € le litre. Et puis aujourd'hui, certains observateurs continuent la logique en disant que tous les jours, vous avez des ingénieurs qui inventent des moyens de produire davantage et de produire moins cher. Cette inflation, elle est là, ça c'est indéniable et on commence à la voir dans notre quotidien. Effet post-Covid et matières premières du fait de la guerre en Ukraine, c'est clair. Mais est-ce qu'on croit vraiment, mais c'est une question ouverte, est-ce qu'on croit, peut-être plus précisément Étienne pourrait nous revenir sur ce point, est-ce qu'on croit à un retour durable et très long terme de l'inflation? Je prends la transition alors. Ouais. Y a deux choses. C'est-à-dire que vous avez plein de facteurs. Je suis retourné à la fac, moi, pour répondre à cette question. Et ce qu'on observe, c'est, on a appris il y a quelques années, Milton Friedman, qui vous explique que l'inflation, c'est tout le temps et toujours un phénomène monétaire. Vous avez beaucoup trop de liquidités dans le système. Je ne vais pas vous ennuyer avec ces sujets-là, mais la première chose, c'est que oui, il y a des raisons qui peuvent nous faire croire que l'inflation va perdurer parce qu'il y a beaucoup trop de liquidités dans le système. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle va rester à ces niveaux-là. Elle devrait commencer à se normaliser. On s'attendait à ce que ça soit le cas entre le deuxième et le troisième trimestre. C'est probablement décalé à cause de la guerre en Ukraine et de l'envolée des prix énergétiques et des matières premières de manière générale. Voilà, elle devrait se normaliser. On va probablement pas rester à 8 aux États-Unis et à 6 en Europe. On va probablement converger vers quelque part moi, mon sentiment, c'est qu'on va pas revenir à 2 et qu'on va probablement se stabiliser entre 3 et 4. Et rien que ça, c'est un monde nouveau. Rien que ça, c'est un monde nouveau parce qu'il y a plein de facteurs structurels qui font que cette inflation on la voit bien rester un peu plus élevée que ce à quoi on s'attendait. La deuxième chose, c'est pour revenir sur le point de Bernard, que moi je trouve assez intéressant, c'est que pour la première fois, on fait un peu différemment que ce qu'on a pu voir dans le passé. Enfin, dans le passé, en fait, on avait la capacité, parce que les économies étaient moins ouvertes, de diriger les prix. Donc, vous aviez un département au niveau du ministère du Commerce qui disait, voilà, le prix de la baguette, ça va être tant, etc. Maintenant, on mutualise un peu les coûts de cette inflation, effectivement, avec des initiatives où on va subventionner le prix du baril, enfin le prix à la pompe. Et c'est plutôt une bonne idée parce que mutualiser, ça veut dire qu'on amortit le choc auprès de toute la population et ce n'est pas qu'un segment de la population qui l'encaisse. Donc ça, d'un point de vue problématique politique et sociale, ça peut s'entendre, en tout cas, ça peut s'entendre. Là, effectivement, la limite, c'est qu'on est déjà à des niveaux d'endettement qui ne nous donnent pas tant de marge de manœuvre que ça. Et il y a quand même un facteur que moi, je ne résous pas très bien pour l'instant, c'est que quand la France paye 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là pour subventionner ce coût de l'inflation, ça veut dire de la dette en plus. Et cette dette, à un moment, elle doit être financée quelque part. Et quand on a déjà quasiment 120 points de PIB de dette et que la Banque Centrale Européenne a prévu d'arrêter les achats à un moment ou à un autre, il y a une question qui se pose, c'est qu'on prend un risque de voir les taux d'intérêt monter probablement à des niveaux que personne ne veut voir. Donc, soit la Banque Centrale Européenne dit, bon, ok, l'inflation, on va la mettre de côté, tant pis, on va voir comment on gère, et on va continuer à financer les États. Et donc, oui, on pourra subventionner, continuer à mutualiser le coût de cette inflation.
soit il y aura une variable d'ajustement, ça va être l'augmentation des taux d'intérêt. Moi, ce que je pense, ou en tout cas ce que j'arrive à voir, c'est que pour l'instant, la Banque centrale européenne dit on va y aller tout doux, donc on va remonter les taux, mais ça va être très tranquille, on continue à racheter les actifs. On va laisser un tout petit peu de temps. Et là, pendant ce temps-là, la Belgique, la France, l'Angleterre continuent, font de la mutualisation de ce coût. Et puis, il y a un moment, il y a un risque qui disent, écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Désormais, il faut s'arrêter avec vos chèques et puis on resserre un peu la vis. Alors, je ne voulais pas répondre à ça, je ne voulais pas rebondir, mais là, je vais quand même rebondir parce que ce que je pense qui va se passer, moi, c'est que d'abord, tant que les taux montent, s'ils restent en dessous de l'inflation, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une inflation à 3,6. Si on avait des taux à 2, ce n'est absolument pas un problème. Alors, ce serait embêtant, ça coûterait plus cher, bien sûr, mais ce n'est pas un problème. Des taux inférieurs à l'inflation, il n'y a pas de phénomène de cherté réelle. Et à mon avis, le vrai problème, et comme on dit, la réponse, elle est pliée déjà, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur à part la BCE pour les besoins budgétaires des États européens. Et les besoins budgétaires des États européens, que ce soit de l'assistance aux personnes privées, donc de l'assistance aux populations les plus fragiles, ou que ce soit des investissements long terme dans ce qu'on appelle maintenant l'indépendance alimentaire, l'indépendance énergétique, l'indépendance militaire. Parce que l'indépendance militaire, on n'en parle pas aussi, mais remettre les armées européennes au niveau, c'est des centaines de milliards. Donc, c'est des centaines de milliards. Déjà, pour un pays comme l'Allemagne ou la France, c'est des centaines de milliards. Donc, je pense que pour l'Europe, on va dépasser les milliers de milliards. Et tout ça, là aussi, j'ai presque envie de dire, c'est plié. Hein. La guerre peut s'arrêter, tout le monde peut être gentil. C'est fini. Il va falloir qu'on s'équipe et qu'on se prépare. Et en fin de compte, on se rend compte d'une chose, c'est que la guerre froide nous a mieux protégés en Europe de la guerre que la chute du rideau de fer. C'est-à-dire que depuis la chute du rideau de fer, on ne s'en rappelle pas, mais on a quand même eu les Balkans où ça a été un sacré truc. On a eu les événements dans le Caucase où ça a été un sacré truc aussi. Et on a maintenant l'Ukraine où, même si c'est loin, même si c'est une guerre un petit peu différente, on parle quand même de 10 000 morts, on parle quand même de villes complètement rasées et de choses comme ça. Donc, c'est quand même tout ça assez compliqué. Donc, pour moi, c'est plié. La Banque centrale européenne va continuer à acheter. Et les Américains, d'ailleurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Eux aussi, ils vont continuer à acheter parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de ne pas acheter. Et les Japonais, ils ont déjà prévenu, je crois que j'ai vu dans les échos aujourd'hui, qu'ils ne remontaient pas les taux. Moi, je partage pas mal ton point de vue. Voilà. Julien, Maël, un point de vue contradictoire? Non, moi, je suis d'accord, mais il va falloir. Je suis assez d'accord avec ce que disait Étienne. Hein, les États, ils sont suffisamment endettés. Pour reprendre un chiffre précis, c'est 100 milliards que l'Allemagne va dépenser pour son armée. Donc, tous les États vont se rééquiper. La France aussi, on a un budget qui croît depuis plusieurs années dans l'armée. Il faut financer tout ça. Ils n'arrêtent pas de faire des cadeaux. Alors, est-ce que c'est électoraliste ou pas? Ça, Bernard, je vous laisse. Je sais le choix de le présenter comme ça ou pas. Mais moi, ce que je pense, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est Emmanuel Macron a dit qu'il n'allait pas augmenter, qu'il allait baisser les dépenses d'impôts pour les foyers de 15 milliards. Donc, forcément, il y en a bien un qui va devoir payer. Et celui qui paye à la fin, c'est l'entreprise. Et donc, malheureusement, je pense que les impôts sur les sociétés vont augmenter. Ou alors, on va nous inventer de nouveaux impôts pour les sociétés. Ok, super. Eh bien, on va s'arrêter là. C'était vraiment très, très, très intéressant. Hein. Donc, on a pété tous les compteurs. Hein. On a du retard de tous les côtés. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. C'était vraiment un bel éclairage. Merci à vous. On a un petit peu zappé le point marché, mais on a parlé de beaucoup d'autres choses. Voilà. Puis les marchés c'était plutôt positif la semaine passée. Là, ils sont plutôt calmes. C'est plutôt quelques jours qu'on verra ce qui se passe. À très bientôt et au revoir. Et maintenant, on arrive à la dernière partie de cette émission avec Myriam Moaki du cabinet Pares Advocado, où on va parler d'urbanisme. Bonsoir Myriam. Bonsoir Bernard. Alors, aujourd'hui, on va parler d'urbanisme, de travaux, de réception d'un appartement neuf. On a beaucoup de questions d'auditeurs qui reviennent régulièrement. On a des gens qui deviennent à moitié fous, qui nous disent que le Portugal est un pays de cinglés. Quand on y regarde de plus près, peut-être que c'est parce qu'ils font des choses ici qu'ils ne faisaient pas ailleurs et que c'est un petit peu autant la folie partout. Alors, on va travailler sur 3 points. D'abord, le point de celui qui veut construire, agrandir et aménager, on va dire, des travaux lourds.
Ensuite, on va voir un point aussi qui est énormément partagé par des Français qui viennent s'installer à Lisbonne. Ils achètent un appartement neuf sur plan et ensuite, au moment voulu ou au moment voulu, plus 1 an, 2 ans ou 3 ans, ils récupèrent leur appartement neuf. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça dysfonctionne? Et troisième chose, les travaux légers. Je veux changer une fenêtre, je veux rajouter une porte là où il n'y en a pas. Enfin, des petites choses comme ça, des travaux légers. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Alors, on commence. Je veux construire, agrandir et aménager. Je veux faire des travaux lourds. Déjà, qu'est-ce que j'ai le droit de faire sans rien demander à personne? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce que voilà, c'est mon jardin, je fais ce que je veux, c'est mon terrain, je suis au bord de ma rivière, j'ai 20 000 mètres carrés de terrain, est-ce que je peux construire une maison de 300 mètres carrés sans rien demander à personne? Est-ce qu'on a des exceptions? Est-ce qu'on doit toujours demander? À vous un petit peu de nous débroussailler tout ça et de nous donner quelques pistes. Alors, première chose, effectivement, lorsqu'on parle de travaux de construction, d'agrandissement, tout ce qui est travaux structurels, on est obligé d'obtenir ce qu'on appelle donc un permis de construire de la part de la mairie, donc de la municipalité du lieu où se trouve notre terrain ou notre maison, pour pouvoir engager ces travaux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Il peut y avoir un cas de figure où on n'a pas besoin d'attendre d'obtenir un permis de construire en bonne et due forme avant de commencer les travaux. C'est ce qu'on appelle on n'a pas besoin d'attendre. Exactement. C'est ce qu'on appelle la communication préalable. Dans certains cas de figure, et ces cas de figure, c'est lorsque, par exemple, notre terrain ou notre maison fait partie d'un lotissement. Donc, ça veut dire que le lotissement, il a déjà été structuré par la municipalité avec des règles déjà inscrites dans le règlement du lotissement, avec les surfaces autorisées de construction, le nombre d'étages. Donc, tout ça a déjà été prévu dans le règlement de lotissement, ce qui fait que lorsque nous, on va vouloir construire notre maison, on sait déjà quelles sont les règles autorisées. Donc, dans ce cas de figure, on n'a pas besoin de demander un permis de construire. On va simplement communiquer à la mairie qu'on va commencer des travaux selon tel projet d'architecture. Donc, la pièce maître, quand on construit une maison ou quand on fait des travaux d'agrandissement, c'est le projet d'architecture qui va être déposé à la mairie. Donc, quand on n'a pas besoin d'attendre le permis de construire, on dépose son projet d'architecture, on dit voilà, je vais faire ces travaux-là et on peut commencer les travaux. Donc ça, c'est un cas de figure assez particulier. Dans la grande majorité des cas, on a besoin d'attendre l'émission du permis de construire, qu'on appelle en portugais o alvará de construção, pour pouvoir commencer les travaux. Donc ça, c'est important. Il peut y avoir des cas de figure aussi où on se dit je suis dans un lotissement, c'est super, comme ça, je n'ai pas besoin d'attendre mon permis de construire. Il peut y avoir des entrepreneurs qui conseillent quand même d'attendre un permis de construire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par la communication préalable, mais on peut quand même demander un permis de construire parce que ça nous donne quand même une sécurité juridique plus importante, dans le sens où le projet d'architecture qu'on va déposer, on sait qu'il va être analysé par la mairie et qu'il va être approuvé. Donc, on sait que les travaux qu'on va réaliser, ils seront conformes à la législation. Dans le cadre de la communication préalable, c'est un peu la responsabilité de l'architecte et du client par rapport au projet d'architecture qui va être déposé. Donc, on n'a pas de garantie, on gagne du temps, certes, mais on peut en perdre à la finale si la mairie, elle vient inspecter les travaux et qu'elle se rend compte que le projet d'architecture n'était pas conforme. Est-ce qu'on a le droit de faire des petites choses? Est-ce qu'il y a des droits, par exemple, voilà, j'ai une maison, elle est construite, elle est sur un terrain, ma maison, elle est parfaitement légale. Quand je l'ai achetée, mon avocat et mon notaire ont vu que tout était bien. Et puis, elle fait, on va dire, 250 mètres carrés. Et je veux juste construire une petite dépendance collée à la maison de 7 mètres carrés en plus pour un petit peu, pour rajouter des toilettes à un endroit ou pour rajouter un garde-manger à un endroit où il n'y en a pas. Est-ce que j'ai le droit de le faire sans demander parce que c'est 7 mètres carrés? Ou est-ce que même 7 mètres carrés, et là j'ai envie d'exagérer, le moindre mètre carré, je dois faire une demande? Oui, lorsqu'il s'agit d'un agrandissement, quel que soit le nombre de mètres carrés qu'on veut ajouter, il faut demander un permis de construire. Parce qu'il faut que la mairie puisse analyser si la capacité constructive de la maison, a été atteinte ou pas. Et donc,
ça, j'ai envie de dire, quelle est la meilleure personne pour vous donner cette réponse? C'est un architecte. Donc, ce que je conseille vraiment à nos auditeurs, à chaque fois que vous souhaitez faire des travaux, si vous avez le moindre doute sur la nécessité ou pas de demander un permis de construire, c'est tout simplement faire appel à un architecte et lui va analyser la législation et le cas spécifique de votre maison pour vous dire s'il y aura nécessité ou pas de demander un permis de construire. Mais en général, tout ce qui est agrandissement de surface, modification de la structure, c'est-à-dire on va retirer un mur porteur, on va rajouter un étage au-dessus de notre maison. Voilà, tout ce qui touche vraiment à la structure. On va modifier la configuration de la façade. On va créer une fenêtre. Tout ça, ça demande permis de construire. D'accord. Alors après, il y a quelque chose en France dont on parle beaucoup. Je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais si vous mettez quelque chose de stable ou si vous mettez quelque chose de mobile. C'est-à-dire que j'ai une maison, j'ai un jardin dans ma maison, ou alors j'ai un toit plat, et soit sur le jardin, soit sur le toit, je pose un petit chalet en bois, donc qui va faire 12 mètres carrés, 15 mètres carrés, enfin, comme ça. Aujourd'hui, dans les chalets qu'on voit et qu'on peut acheter chez les fabricants, enfin, ce n'est pas des cabanes. Il peut y avoir l'eau, il y a l'électricité, il peut même y avoir une petite salle de bain ou des choses comme ça. Du fait que ce soit mobile, c'est-à-dire que je n'ai aucune fondation et que je le pose, et qu'en réalité, même si je ne vais pas le faire, je peux le déposer aussi facilement, est-ce que j'ai le droit à faire ça dans une certaine mesure sans permis, ou est-ce que même ça, je dois demander un permis? Alors effectivement, tout dépend de quelle mobilité on parle. Si c'est juste une petite cabane en bois qu'on va juste poser sans qu'il y ait l'eau, l'électricité, etc., là, on n'a pas besoin de permis, parce que c'est par nature quelque chose qu'on peut retirer et qui n'a pas de fondation dans le sol. Quand on parle effectivement des chalets en bois qui se fait beaucoup aujourd'hui, et je pense que ça a été créé précisément pour essayer de contourner un petit peu la nécessité d'obtenir un permis de construire, on a déjà eu des cas où la mairie a quand même considéré qu'il fallait un permis de construire parce qu'il s'agissait d'une véritable habitation. Donc, même si elle était juste posée sur le sol, elle avait quand même un certain poids qui faisait que la mobilité, en fait, on ne pouvait pas la retirer comme ça, tout simplement. Et surtout, c'était une habitation dans le sens où il y avait l'eau et l'électricité. Donc, il y avait un raccord aux fournitures nécessaires à de l'habitation. D'accord. Alors, notre deuxième point, je réceptionne un appartement neuf et plein de choses dysfonctionnent. Comment fait-on et surtout, que ne fait-on pas? Alors, déjà, je réceptionne. Est-ce que j'ai le droit de dire je refuse tant que vous ne faites pas ça, ça, ça et ça? Et comment je dois motiver mon refus? Et après, on verra l'autre cas. Je dis oui, mais, et on verra un peu notre mais. Donc, déjà, le cas du refus, comment on… Donc, ça, c'est la notion de réception des travaux du chantier est très importante. On a deux types de réception dans le cadre d'un contrat de travaux avec un entrepreneur. On a ce qu'on appelle la réception provisoire. C'est donc le moment où le client va sur le chantier et il va pouvoir constater et lister les défauts ou les travaux qui n'ont pas été réalisés ou qui n'ont pas été réalisés conformément au cahier des charges. Et donc, cette réception provisoire, elle sert à ça. Avec l'entrepreneur, ils vont faire la liste et ils vont donner un délai à l'entrepreneur pour réparer ou pour faire les travaux qui n'ont pas été réalisés. Donc, ça, c'est important. Ensuite, une fois le délai passé, normalement, donc, si tout se passe bien, tout a été réalisé, on procède à la réception définitive. Et là, c'est très important parce que ça signifie que le client accepte les travaux tels qu'il les a vus. Et donc, ça veut dire que le délai de garantie de 5 ans commence à compter à partir de la réception définitive. C'est très important, cette notion de réception définitive. Si, au-delà du délai de la réception provisoire, les travaux n'ont toujours pas été faits, on continue à lister les défauts et tant que rien n'a été fait, on peut continuer à demander à l'entrepreneur de régulariser les choses. Si on est dans un cas de figure où on n'avait pas vu qu'il y avait des problèmes, parce que c'est des fois des choses qui sont cachées, des problèmes d'infiltration qui vont apparaître quelquefois des années plus tard. Donc, comme je vous le disais, on a au Portugal un délai de garantie constructeur de 5 ans, donc à compter de la réception définitive du chantier. Et donc, si on s'aperçoit 1 an après qu'on a des problèmes,
on actionne évidemment la garantie du constructeur et c'est lui qui doit venir réparer les choses qui ne fonctionnent pas. Donc, ce qui est très important, c'est dès qu'on a connaissance du défaut, il faut tout de suite contacter son entrepreneur, idéalement par un courrier recommandé avec accusé de réception, où on lui fait part des défauts ou des problèmes, éventuellement avec des photos à l'appui. C'est très important de figer le moment où on a eu connaissance des défauts. Et on lui donne un délai raisonnable pour venir faire les réparations. D'accord. Alors, ça charge. OK, bon, ça, le délai raisonnable. Juste une petite question technique, parce que ça, c'est important. On parle toujours du courrier recommandé avec accusé de réception. Alors, juridiquement et techniquement parlant, si on lui envoie un mail et qu'il répond à ce mail, est-ce qu'on est bardé ou est-ce que better safe than sorry, il vaut mieux quand même, si c'est un problème grave, envoyer un mail? Je conseille toujours, on peut évidemment envoyer le courrier. Nous, ce qu'on conseille, c'est de faire les deux choses. C'est-à-dire qu'on va faire un courrier recommandé qu'on va envoyer par la poste et en même temps, on va envoyer une copie de ce courrier par email. Email aussi envoyé avec un accusé de lecture. Et donc, évidemment que si l'entrepreneur répond à notre email, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il a bien reçu notre courrier. Mais il vaut toujours mieux faire les deux pour se prémunir au cas où il serait nécessaire d'intenter une action en justice par la suite, où là, on aura déjà toutes les preuves. Alors, il y a des gens qui nous appellent, qui nous disent, même quand on entend dans les discussions, voilà, ils disent, bon, j'ai été livré il y a 1 an, et du jour où il m'a livré, le chauffage marche mal. Et alors, ils viennent, ils m'envoient quelqu'un, ils regardent, ils me disent, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est le 2e hiver que je passe et le chauffage, il ne marche toujours pas bien. Donc, des fois, il marche un peu mieux, des fois un peu moins bien, mais je n'ai pas un chauffage qui fonctionne bien. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai aussi envie de vous poser la question à l'envers. Qu'est-ce que je ne dois surtout pas faire si je veux conserver ma garantie? Est-ce que je peux dire, j'en ai marre, maintenant, c'est des incompétents, je prends une autre société, elle fait les travaux, je leur envoie la facture? Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'engager soi-même les travaux. Premièrement, sans en avoir averti l'entrepreneur, mais là, j'ai bien compris qu'on n'était pas dans ce cas de figure. Et surtout, ne pas engager des travaux sans avoir au préalable fait faire un rapport d'un expert qui va constater les défauts. Ça, c'est très important. Parce qu'on a effectivement des situations où l'entrepreneur, on sait qu'il ne va pas venir. Comment on nomme un expert? Qui est expert? Et est-ce que c'est comme chez nous, on a des experts qui sont sur les listes des tribunaux qu'on va chercher, ou est-ce que c'est une autre forme d'expertise? Alors, au Portugal, on peut nommer n'importe quel professionnel du bâtiment. Donc, ça peut être un ingénieur civil, ça peut être un architecte, ça peut être un entrepreneur. Donc, tous ces métiers-là sont des métiers qui sont réglementés au Portugal. Et donc, on peut faire appel à n'importe quel de ces professionnels. Ce qui peut être aussi utile dans le sens où, par rapport à la France, par exemple, nous n'avons pas la figure de l'huissier de justice qui pourrait venir attester du rapport. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on nomme un notaire qui va en fait venir sur place avec le professionnel qui va faire son rapport et ensuite le notaire va certifier le rapport. Donc ça, c'est vraiment important, encore une fois, de figer l'état du chantier, l'état des travaux ou l'état des défauts à un instant T pour que si jamais on n'a pas le choix, on est obligé de faire les travaux, si ensuite on demande, si on réclame le paiement à l'entrepreneur, on puisse prouver qu'il y avait ces défauts et qu'on a été obligé de faire les travaux nous-mêmes. Mais j'ai envie de dire, faire les travaux nous-mêmes, il faut vraiment arriver à un stade où on n'a plus le choix et surtout où le défaut en question cause de graves préjudices pour l'utilisation de l'habitation. C'est-à-dire que la maison n'est pas utilisable dans des conditions normales. Donc, après, tout ça, c'est très subjectif. Hein. Ce sera le juge qui décidera le moment venu. D'accord. Alors, ensuite, on passe au 3e point, les travaux légers à l'intérieur ou à l'extérieur, jardin, terrasse, balcon. Et juste peut-être un autre point où j'ai entendu, il se peut que vous achetez une maison ou un appartement et à l'intérieur, dans la cuisine, il y a des ajuelos qui datent du 19e siècle et ils sont identifiés, et puis voilà, il y en a 8, oui. Pas beaux, ils sont un peu... Oui, ça c'est vraiment, ça c'est l'une des exceptions. Donc, comme je vous le disais au début de notre émission, tous les travaux qui ne sont pas structurels, vous n'avez pas besoin de demander un permis. C'est-à-dire que vous pouvez faire des travaux d'aménagement intérieur,
refaire une peinture, changer les carrelages, tant que vous ne touchez pas à la structure ni à la surface de votre bien. En revanche, il y a des exceptions, comme par exemple les immeubles qui sont classés immeubles historiques. Donc, ça peut être l'immeuble lui-même qui est classifié. Ça peut être également le quartier lui-même entier qui est classé comme patrimoine culturel, patrimoine historique. Et dans ces cas de figure, on ne peut pas, même pour des aménagements intérieurs, le faire sans permis de construire. Donc ça, c'est important de vérifier lorsqu'on achète un bien. Donc ça, c'est surtout le cas à Lisbonne, hein, on a beaucoup de quartiers. Donc tout ça, c'est une liste qui apparaît dans le règlement municipal des édifications de Lisbonne, qui est consultable en ligne sur le site de la mairie. Il y a aussi dans d'autres villes des quartiers qui sont classés historiques. Donc, il faut vraiment vérifier ce point. J'ai le cas d'un client qui ne savait pas que son immeuble était classé. Il a fait des travaux intérieurs. Ça n'a pas plu aux voisins. Ils l'ont dénoncé à la mairie. Et donc, il a dû refaire toute la procédure pour déclarer ses travaux. Et finalement, alors qu'il s'agissait… Finalement, il a accepté ces travaux? Oui, on lui a accepté, mais il a eu un embargo sur ses travaux qui a duré 1 an. Le temps de faire toute la procédure pour demander un permis de construire en bonne et due forme. Voilà. Alors après, des choses un petit peu mixtes. Je veux mettre un placard sur mon balcon. Je veux couvrir une partie du balcon, des choses comme ça. Où là, je suis… Ce sont 2 choses différentes. Mettre un placard sur un balcon, un placard, a fortiori, c'est quelque chose qui s'enlève, donc il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelque chose qui rajoute de la surface. En revanche, couvrir un balcon, là on rentre déjà dans la catégorie des travaux qui demandent permis de construire parce qu'on va toucher à la façade. Et même si c'est une couverture mobile, donc un peu ce qu'on va appeler les storben. Non, si c'est un store, non, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est quelque chose d'amovible, donc il n'y a pas besoin de permis. D'accord. Mais si on fait une couverture et une pergola, par exemple, une pergola en bois, alors il y a des pergolas qui sont un petit peu plus solides que d'autres, hein, donc les côtés en verre, une pergola, pas de problème? Il n'y a pas de règle, c'est difficile pour moi de répondre. Encore une fois, demandez conseil à un architecte, il pourra vous dire. Mais le principe, c'est si c'est quelque chose d'amovible facilement, il n'y aura pas besoin de permis de construire. Si en revanche, on ferme complètement notre balcon pour en faire un espace d'habitation fermé, là, évidemment, qu'il faut un permis de construire. D'accord. Donc, c'est le caractère mobile ou stable qui va vraiment déterminer le besoin du permis ou pas du permis, c'est ça? Après, attention, il peut y avoir aussi dans les immeubles, il peut y avoir la nécessité de demander l'autorisation aux copropriétaires. Si on installe quelque chose sur la façade avant, donc, qui donne vue sur la rue, il peut y avoir la nécessité de demander une autorisation à la copropriété. Pour des questions d'esthétique, comme par exemple faire installer une climatisation. Ça peut être autorisé à l'arrière de l'immeuble, mais pas à l'avant. D'accord. Donc là, on est, en fin de compte, quand vous parlez d'installer une climatisation, on est sur le fait de déposer l'appareil extracteur, c'est ça? Exactement. C'est le dépôt d'un appareil extracteur qui peut être, par les règles de copropriété, interdit à un certain endroit. Exactement. D'accord. OK. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. On a traité nos 3 points. Donc, on rappelle les points qui étaient d'agrandir, de construire, de réaménager des travaux lourds. Là, on a toujours besoin de déposer un permis. Il y a une exception, c'est dans un lotissement où on n'est pas obligé d'attendre le oui pour commencer les travaux, mais beaucoup de vos confrères conseillent quand même d'attendre le oui. La deuxième chose sur la réception, c'est un peu la même chose que dans le monde entier, il faut rester calme. Voilà, il faut rester calme. Et je crois qu'acheter un appartement neuf, c'est accepter des défauts qui vont être réglés les uns après les autres. Si on a quelqu'un d'honnête en face, on les réglera dans la joie et la bonne humeur. Si on a quelqu'un de malhonnête, ça sera compliqué. Et ensuite, les travaux légers à l'intérieur ou à l'extérieur ou sur un balcon, il faut faire attention à 2 choses. La classification éventuelle de l'immeuble ou du quartier et les règles de copropriété qui sont les 2. Mais à part ça, la liberté, elle est plus ou moins totale à l'intérieur. C'est ça? Exactement. Bon, très bien résumé, Bernard. Je n'aurais pas mieux fait. Super. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne soirée.
À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au À revoir. très bientôt, Bernard. Au revoir. La French Radio. Portugal.